Vous êtes au 13h de BF1 dans l'actualité de ce mardi. Le cyberactivisme, la plateforme de toutes les attractions. Au Burkina Faso, des hommes et femmes s'intéressent de plus en plus à cette pratique qui, pour informer ou dénoncer des faits de société, le cyberactiviste rudoie même avec des médias classiques. Il attire même le voile sur la gestion des affaires politiques et le politique qui ne se laisse pas faire. Arrestation, intimidation, c'est ce qui est donné de voir. Dans ce journal, vous verrez tous les détails. Il est désormais opérationnel. Le service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire régional de Waïgouya. Les patients atteints d'insuffisance rénale pourront se faire dialyser dans cet hôpital avec de nouveaux équipements. C'est un réconfort pour les malades. Vous entendrez le président de l'association des dialysés également dans un court instant. Et puis, des entreprises minières qui exploitent les faiblesses du dispositif fiscal national pour réduire leurs charges fiscales. Il en existe au Burkina Faso 3 sociétés minières. Ça donne à cette pratique ce qui donne du mal à l'État à collecter aisément les taxes liées au changement. Comment cela s'explique? C'est le sujet de la chronique économie de cette édition. Voilà donc pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Avant de développer tous ces titres, sachez que depuis donc ce matin, le chef de file de l'opposition politique a effectué sa rentrée des classes. Et comme il fallait s'y attendre, Eddy Komoïgo et ses camarades ont fait une déclaration sur la situation nationale, laquelle est marquée par l'insécurité ou encore la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. La rentrée scolaire, vous le savez, débute bientôt et le chef de file de l'opposition politique exige la réouverture de cet établissement. Je vous propose d'écouter Eddy Komoïgo. Cette fermeture aura des conséquences désastreuses, aussi bien pour les élèves, au nombre de près de 4000, que pour les parents d'élèves et le personnel. La position du ministère de l'Enseignement est d'autant plus incompréhensible que plus de 2500 écoles sont déjà fermées du fait de l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité dans notre pays. Par conséquent, le CEFOP, tout en condamnant les actes d'incivisme des élèves, invite le gouvernement à revoir sa copie en créant les conditions pour la réouverture immédiate de du noble Zenda pour le compte de cette année scolaire 2021-2022. Dans tous les cas, la restructuration de certains bâtiments administratifs peut se faire en même temps que le maintien des cours. En tout état de cause, l'opposition politique apporte son soutien indéfectible aux enseignants, aux élèves et aux parents d'élèves. Je vous l'annonçais donc en début d'édition, c'est un grand réconfort pour les 200 000 malades rénaux chroniques au Burkina Faso. Pourquoi? Eh bien parce que le service de néphrologie et d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire régional de Waïgouya est désormais fonctionnel. Il est fonctionnel avec de nouveaux équipements haut de gamme. C'est une dotation qui intervient dans le cadre d'un partenariat public-privé signé entre le ministère de la Santé et le groupe Sibiri Biomédical. Découvrons donc ces appareils avec Archimède Boy. Le CHU régional de Waïgouya dispose désormais d'équipements de dialyse pour la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales. 14 générateurs d'hémodialyse, des lits, des fauteuils et un système de traitement d'eau double osmose. Un soulagement pour le président de l'association des dialysés du Burkina. C'est à saluer avec les deux mains, à savoir que nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre. Nous sommes savants qu'il est engagé dans ce combat-là. Et c'est pourquoi nous le suivons et nous l'approuvons pour que justement les malades puissent avoir un certain réconfort. Ce dispositif est mis en place dans le cadre d'un partenariat public-privé signé entre le ministère de la Santé et l'entreprise Sibiri Biomédical. Le professeur Charlemagne Ouedraogo rassure, ce contrat prend en compte la maintenance préventive et curative de ces appareils. La société Sibiri Biomédical et ses partenaires Nipro fabricants mettent à notre disposition des ingénieurs qualifiés
pour la prise en charge des pannes qui vont se présenter, mais aussi cette société a formé les maintenanciers de nos différents hôpitaux pour pouvoir apporter également un appui à la prise en charge de ces équipements en cas de panne. Et Sibiri Biomédical s'engage à respecter sa part du contrat. On va tout faire pour que ces générateurs continuent à fonctionner, en insistant surtout sur la maintenance des équipements de dialyse, en insistant également sur la formation continue des praticiens, en les envoyant continuellement en formation en Europe et en Afrique, de sorte qu'il y ait un accroissement de connaissances pour une meilleure gestion de la pathologie des patients. Et également, nous allons tout faire pour vraiment encadrer cela à travers la donation que nous faisons à l'Abutir. Le Burkina Faso compte 2 millions de malades rénaux chroniques, parmi lesquels 200 000 ont une insuffisance rénale chronique. Et chaque patient doit débourser une caution de 500 000 francs CFA pour bénéficier d'un traitement par hémodialyse dans les hôpitaux publics du pays. Et cet autre centre de santé pourra certainement soulager de nombreux malades dans le pays. L'idée est du mouvement sunniste du Burkina Faso qui aspire faire sortir de terre un hôpital de grandeur nature. La communauté sunnite, justement, a mûri cette idée depuis plus de 5 ans. Depuis hier lundi, ces choses faites. Les travaux de construction de cet hôpital sont lancés dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour un montant d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA et la priorité sera accordée à la gynéco-obstétrique. Abdou Aziz Sari. C'est un projet qui était en réflexion depuis plus de 5 ans, selon le mouvement sunnite du Burkina. Il s'agit de la réalisation d'un hôpital d'envergure dont les travaux ont été lancés ce 13 septembre. Ce centre de santé, qui va coûter plus de 4 milliards de francs CFA, vise à permettre aux populations d'avoir accès à des soins de qualité. Et on vise en tout cas le niveau élevé. Donc dans le sens où il faut que ce soit un centre médical où il y aura des consultations de spécialité. La priorité est d'abord donnée à la gynéco-obstétrique pour permettre à nos sœurs, à nos épouses de pouvoir accoucher décemment. Mais il y aura aussi d'autres spécialités qui sont prévues donc, pour pouvoir couvrir, Inch'Allah, ou réduire un tant soit peu les besoins sanitaires de nos populations. C'est au quartier Yamtenga, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, que sera réalisé ce joyau. Le retard constaté dans le démarrage des travaux, selon le mouvement sunnite, est dû au fait que le terrain devant abriter l'infrastructure était occupé depuis 1996 par des personnes qui n'avaient nulle part où aller. Mais dès aujourd'hui, ceux-ci pourront libérer les lieux grâce à la société immobilière EKBF qui a mis à leur disposition des parcelles viabilisées. Une contribution à l'appurement du foncier urbain saluée par le maire de l'arrondissement 11. Vous savez très bien que la question foncière est une question charnière sur laquelle nous nous acharnons chaque jour pour trouver des solutions qui conviennent. Donc, c'est une chose que nous saluons à sa juste valeur et je profite de votre antenne, de votre micro pour dire merci à la société immobilière et KBF à travers le PDG Kwanda Ibrahim ici présent. Ce sont au total 117 ménages touchés par le projet qui bénéficient des parcelles offertes par la société immobilière. Ce don, selon EKBF, représente sa contribution à la réalisation de l'hôpital. Venons-en au grand format de ce 13h. Vous les connaissez certainement, vous les suivez, vous échangez avec eux. Bref, vous tombez permanemment sur leurs différentes publications. Chaque fois que vous avez, en tout cas, vous êtes connecté à Internet, on parle des cyberactivistes. Leur domaine de prédilection, ce sont les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, les vidéos, les récits, les analyses et les contenus informatiques sont prêtés souvent à des dénonciations ou des lanceurs d'alerte. Et l'impact est tout aussi visible sur les politiques que sur la vie en société elle-même. Le web activiste ou le cyberactiviste, son rôle ou son influence dans la société burkinabé actuelle. C'est un dossier de Abdou Aziz Sari. Sur les réseaux sociaux, ce sont tous les Django.
Il y a quelques années, si vous vouliez attirer l'attention sur un sujet, vous devriez vous adresser à la presse pour diffuser votre message. Mais aujourd'hui, les Burkinabés participent au débat public par l'intermédiaire des plateformes socio-numériques. Des lanceurs d'alerte se font de plus en plus entendre, contraignant par moments les pouvoirs publics à la reddition des comptes et à des réajustements politiques. Une fois en partant à Dédougou, de passage à Koudougou, j'ai vu le goudron qui était en train d'être construit. Et le goudron était tellement restreint que, en tout cas le bitume était tellement restreint que je me suis posé des questions et je me suis dit que c'est sûr que la population de Koudougou aussi se pose les mêmes questions. Et j'ai fait la photo, j'ai publié sur mon profil Facebook et en m'amusant à dire que c'était un goudron skinny parce que c'était très très mince. Et je pense que le lendemain, le ministre a réagi et il disait qu'il a fait arrêter les travaux. L'émergence de l'activisme en ligne est consécutive aux soubresauts sociopolitiques qui ont marqué l'histoire du Burkina Faso au cours de la dernière décennie. On observe dans le pays des liens étroits entre réseaux sociaux et crises sociopolitiques. Les premières initiatives de cet activisme politique remontent à 2011. Profitant de l'ébranlement du régime de l'ex-président Blaise Compaoré suite à une mutinerie civilo-militaire, des jeunes se sont appropriés l'espace public, créant et animant des comptes Facebook et des blogs pour demander le départ du président Compaoré. Il y a la page Compaoré doit partir, il y a la page 27 ans, trop c'est trop. Il y a eu autant de pages comme ça qui ont été créées, mais au sein du Balai Citoyen, nous avons créé des cellules, que ce soit sur Messenger ou que ce soit sur WhatsApp, où nous avons tenté, tant bien que mal, de regrouper les cibales pour mener ce combat-là contre Blaise Compaoré et contre la modification de l'article 37. Facebook a pris le dessus. Des utilisateurs m'ont déçu. S'il est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas les seuls artisans des récentes transformations sociopolitiques au Burkina Faso, on ne peut pas non plus nier leur contribution à l'éveil des consciences des Burkinabés et leur influence sur la gouvernance. On se rappelle encore de cette vidéo qui date de 2017, montrant des gendarmes burkinabés raquettant des voyageurs routiers à Seitenga, près de la frontière du Niger. Cette image, qui a suscité une vague d'indignation chez les internautes, a amené l'état-major de la gendarmerie à relever les pendants incriminés de leurs fonctions et à leur infliger des sanctions disciplinaires. En 2018, c'est l'image de la somptueuse villa d'un ancien ministre qui est épinglée sur la toile. Elle aurait coûté un demi-milliard de francs CFA. Les internautes s'étaient alors offusqués qu'un ministre burkinabé puisse s'offrir une telle bâtisse au regard de son salaire mensuel. Cette affaire a entraîné l'ouverture d'une enquête qui a conduit à son incarcération pour délit d'apparence. Effectivement, c'est après la publication des images de sa maison qu'effectivement les réseaux sociaux ont su, et les citoyens pour la plupart ont su effectivement qu'il y avait mal-donne quelque part et qu'il fallait interroger le problème pour en faire un problème qui allait peut-être aboutir à ce que les juridictions compétentes se prononcent. Après, il y a eu toutes les analyses que les médias d'investigation ont fait pour conforter la position qui a été défendue sur les réseaux sociaux. Et c'est tout ça, je pense, qui a mis en branle la justice. Considérés comme le cinquième pouvoir, selon le professeur canadien Marc-François Bernier, les web-activistes construisent de plus en plus de nouveaux territoires d'expression, participant à la déstructuration de l'espace public contemporain et à la définition de nouveaux enjeux de gouvernance. Ils tirent leur légitimité de l'opinion publique qu'ils considèrent comme un adjuvant qui refuse de s'afficher et de s'affirmer dans l'espace public par peur de sanctions ou de représailles. Deux fois, les gens m'envoient des photos, des vidéos, en tout cas des cas qu'ils voient. Et soit ils me taguent sur des publications pour que je puisse relayer à mon niveau. Donc, ces personnes, je ne dirais pas que ces personnes ont forcément peur. Ils n'ont pas peur. Ils se disent que ça peut ne pas porter à leur niveau. Alors que nous, je ne dirais pas qu'on est assez connus, mais on est quand même public. Donc, ils se disent que si Bassiratou Kindo publie, ou bien si Rasmani Zinaba publie, ou Alino Faso publie, c'est sûr que ça aura une grande portée. Tout est sur la toile, je dis tout est sur la toile. L'intrusion des web-activistes dans la vie politique comme observatoire du comportement social des autorités publiques
a fini par contraindre également tous ceux qui ont une responsabilité publique à ajouter de la propriété à leur agenda. Je me rappelle encore qu'il y a quelques années, on interpellait certains ministres parce qu'ils sortaient, ou du moins certains responsables parce qu'ils sortaient avec les véhicules de l'État au-delà d'une certaine heure. Aujourd'hui, de plus en plus, on ne voit plus ces pratiques-là, tout simplement parce que les gens ont peur d'être visés ou d'être surpris à être brocardés sur les réseaux sociaux parce qu'on est sorti avec le véhicule de telle plaque, de tel ministère ou de tel DG pendant qu'on n'avait pas le droit de sortir au-delà d'une certaine heure. En dépit de leur participation au renforcement de la démocratie, les web activistes ne sont pas toujours vus d'un bon œil. À cause de la récurrence de leurs alertes, ils sont souvent considérés comme des fauteurs de troubles. Certains ont même eu maille à partie avec la justice à plusieurs reprises. Le plus connu d'entre eux est Naïm Touré, un jeune web activiste interpellé plus d'une fois. Je ne pense pas qu'un internaute peut être aussi animé de mauvaise volonté jusqu'à aller à troubler l'ordre public. Je ne pense pas, mais c'est vrai, certains politiques le pensent, certains gouvernants le pensent, qu'ils estiment qu'il y en a qui le font à dessein. Mais la justice est là parce qu'on sait que les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Le phénomène de l'activisme en ligne au Burkina Faso est sans doute encore marginalisé au regard du très faible nombre d'acteurs qui s'y engagent. Mais ce secteur mérite une attention particulière car il se présente de plus en plus comme un autre contre-pouvoir à côté des médias classiques. Encore au Burkina Faso, il y a des entreprises d'exploitation minière qui excellent bien dans l'optimisation fiscale. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique qui consiste à exploiter les faiblesses du dispositif fiscal national pour éviter de payer certaines taxes. À ce jour, 3 opérations de fusion de sociétés minières sont de plein pied dans cette pratique. Comment cela fonctionne? Qu'est-ce que l'État central perd en termes de gains? Écoutons ensemble les éléments de réponse de Archimède Boy. L'optimisation fiscale est le sport favori des multinationales en Afrique. Au Burkina Faso, 3 opérations actuellement dans le secteur minier s'apparentent à cette pratique qui consiste à exploiter les faiblesses du dispositif fiscal national pour baisser ou contourner les taux d'imposition des impôts, droits, taxes et redevances fixés par la loi. Les cas illustratifs sont l'entente passée entre Endeavour Mining Corporation et Semafo le 23 mars 2020, celle passée entre Endeavour et Teranga le 16 novembre 2020 et enfin celle entre Fortuna Silver Mine et Rosgold, intervenue le 21 avril 2021. Dans ces opérations, l'État burkinabé s'attendait à recevoir des taxes liées à des cessions ou achats de titres miniers selon l'article 107 de la loi portant code minier de 2015. Mais rien. Il peine même à collecter les plus-values après ces changements intervenus. Pour ces multinationales, il ne s'agit pas d'une cession ou d'un achat de titres miniers, mais d'une prise de contrôle d'Endeavour sur Semafo et Teranga d'une part et de Fortuna sur Rosgold d'autre part. Par conséquent, elle refuse de payer la plus-value de ces opérations faites au Canada. C'est le Burkina Faso qui sort donc perdant de cette transaction. Il semble que il y a comme une sorte de vide que les multinationales, vous savez que les multinationales sont très fortes, très outillées en matière juridique. Donc, ils arrivent à passer entre les mailles du filet. On ne peut pas incriminer les sociétés minières parce que s'il y a un vide qui leur profite, c'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen, ils en profitent. Mais que perd l'État burkinabé dans une telle opération? Impossible de déterminer exactement la valeur réelle de ces 3 opérations. Cette situation met visiblement à nu les insuffisances du dispositif fiscal national. La réglementation n'oblige pas ces sociétés à modifier leur nom commercial au Burkina Faso. Et c'est l'article 169 du Code général des impôts qui occasionne cette limitation. Toutefois, les obligations fiscales restent inchangées. Et c'est à ce niveau
que les autorités compétentes sont interpellées. Ce qu'on a constaté dans le secteur minier récemment, c'est que si les deux coordonnent, notamment le ministère des Mines et le ministère des Finances, ils peuvent arriver soit à corriger les failles des textes pour pouvoir optimiser les recettes, soit au moins qu'on ne perde pas de l'argent. C'est-à-dire que ce qui est dû, normalement, on pourrait éventuellement le percevoir. Des actes d'autorité sont attendus dans cette situation en vue de préserver la souveraineté nationale vis-à-vis des multinationales. Et en la matière, l'État dispose de moyens de contrainte dans le code minier. Allez, un peu de souris dans ce journal avec le lycée privé des techniques qui récompense ses meilleurs élèves. La lauréate du prix du bachelier excellent pour la session 2021 est Rayanatou Maïga. Les prix ont été décernés lors de la nuit de l'excellence du dit établissement en présence de Justin Amonto. C'est une joie pour Rayhanata de recevoir le prix du meilleur bachelier excellent. Ce 11 septembre, elle reçoit sa distinction des mains du directeur général de Sono Assurance Vie, ici, à la nuit de l'excellence 2021 du lycée privé des techniques appliquées, LTA. Pour elle, la rigueur, l'excellence et l'innovation, c'est justement assurer son avenir. Je suis très contente, très honorée, parce que l'année n'a pas été facile. On s'est battu, la famille en a souffert. Et on n'avait pas de week-end, pas de repos. On a tout donné pour avoir ces résultats. Cette nuit de récompense bénéficie de l'accompagnement de Sono Assurance Vie Burkina Faso et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Selon le directeur général de Sono Assurance Vie, l'excellence des jeunes élèves burkinabés, c'est l'avenir de la nation. Tant que nous sommes solides, c'est que nous pouvons accompagner des structures qui excellent, ou en tout cas qui ont l'ambition d'exceller dans le domaine de l'enseignement, de la formation, nous sommes preneurs. C'est un moment important parce que après les efforts, nous devons faire des récompenses pour encourager et stimuler donc en tout cas l'excellence au sein du lycée. Et donc nous sommes heureux de voir que la moisson a été bonne. Et donc voilà pourquoi nous avons profité, faire un clin d'œil aussi aux enseignants et aux partenaires qui aident donc le lycée à progresser. Au cours de cette cérémonie, des meilleurs élèves de la classe intermédiaire ont eux aussi reçu des prix d'excellence. Les meilleures entreprises partenaires 2020-2021 du lycée privé des techniques appliquées figurent aussi parmi les récipiendaires. Et puis, après quelques années d'absence, l'artiste musicien burkinabé Greg Burkinbila fait sortir un nouvel album intitulé Halalé. Halalé, c'est un bel opus de 18 titres que Greg sert à tout le public burkinabé et à ses fans à travers le monde. Différents titres et thématiques sont abordés. L'album a été présenté à la presse en milieu de semaine dernière et Justin Amonto nous le fait découvrir. Le talentueux Greg Burkinbila livre son tout nouveau bébé, titré Halalé, à son public ce 9 septembre. Un chef-d'œuvre de belle facture, sorti après quelques années d'absence. Selon Greg, cet album, Halalé, composé de 18 titres, dont le premier titre Halalé, est une invite à la détermination et au combat, qu'importe l'adversité. Halalé, c'est tout moi. C'est ce qui me reflète. Je suis tout simple. Halalé, c'est un album fait avec beaucoup d'amour, un album fait avec beaucoup de passion et surtout avec beaucoup de patience et d'humilité. Sur le 12e titre, nommé Chamboulé, l'artiste invite le public à célébrer la vie. Un titre fait en featuring avec Smarty. Cet album-là, ça a été l'objet de plein de choses. Plein de choses. Il y a un album. J'espère tout simplement que l'album sera accueilli à bras ouverts par toute la population burkinabé qui m'a adopté depuis 2012. Et je souhaite que ce même public-là adopte Halalé.
Ce nouvel album de Greg Boukimbila partage un message d'espoir, de foi, de combativité, de la joie, de vivre ensemble et de la victoire. Allez, une note de sport, football, à présent avec la 3e édition de la Coupe du directeur général de l'ONI, l'Office national d'identification, qui a été lancé hier lundi sur le terrain de la Carrefour, ici à Ouagadougou. Le match d'ouverture opposait l'équipe de BF1, votre télévision, à celle de l'ONI. Et il a été remporté par les hommes de Aristide Béré sur un score de 4-0. Mais ne vous fiez pas au score, votre télévision a juste mis en avant la confraternité. Voyons la synthèse avec Madi Zango. La Coupe du directeur général de l'Office national d'identification a été lancée le 13 septembre sur le terrain de la Carrefour à Ouagadougou. 16 équipes d'entreprises publiques et privées se sont inscrites pour cette compétition qui est à sa 3e édition. Entre les entreprises publiques et privées que nous animons quotidiennement, il nous a paru utile de joindre l'utile à l'agréable, l'utile, c'est-à-dire le métier pour lequel on a été affecté, les tâches pour lesquelles on est obligé d'exécuter quotidiennement, soit dans le sens du service public, soit dans le sens du service privé, pour aller au-delà et faire de l'agréable, c'est-à-dire faire beaucoup plus de fraternisation, beaucoup plus de frottement, beaucoup plus de confraternité entre les services publics environnant l'Office national d'identification et l'ensemble des services qui l'environnent, comme je l'ai dit. Donc l'essentiel pour nous, c'est cette participation, c'est cet esprit de participation, c'est cet esprit de fraternité, c'est cet esprit de mieux se connaître davantage qui anime l'organisation de ce tournoi. Pour le match d'ouverture, l'équipe de l'ONI était face à celle de BF1. Les hommes de Herman Nazé ont choisi de ne pas gâcher la fête. L'adversaire en profite pour marquer 4 buts. Occasion pour notre faux frère de s'emballer au micro. Sinon, moi-même, je suis journaliste. Quand on bat les journalistes comme ça, ONI 4, BF1 0. Il n'y a pas 4 buts d'écart entre une équipe et celle de BF1, et tant pis pour les futurs adversaires. On vend à cette compétition, mes félicitations au directeur général pour son éclatante victoire. On parle d'écart, mais ce n'est pas un écart, c'est de la confraternité. On a appris la leçon et vous verrez aux prochaines compétitions, on va revenir très très fort, là je vous le promets. Sous l'effet de la victoire du match d'ouverture, le capitaine de l'ONI promet d'aller jusqu'au bout. Ensuite, nous envisageons de jouer la finale. Le fait que c'est notre DG qui l'a organisé, le tournoi. Voilà, ça fait la 3e édition maintenant. Nous avons eu à jouer une première finale lors de la première édition. Et on attend jouer cette finale pour que ça soit une deuxième dans notre histoire. La finale est prévue pour se jouer le 26 septembre prochain. Voilà, dernière actualité dans cette édition. Et je vous emmène en Guinée. En Guinée, justement, où le colonel Mahamadou Doumbouya et ses hommes sont dans un dilemme. Doivent-ils maintenir Alpha Condé, le désormais ex-chef en détention, ou le libérer comme l'exige la communauté internationale? Voici donc la réflexion que mène la junte à ce jour au sein de l'opinion guinéenne. Les analyses et avis divergent en attendant les concertations, bien sûr, entre toutes les parties prenantes qui devaient débuter ce mardi. Regardez. Maintenir Alpha Condé en détention ou libérer le président déchu de la Guinée comme le demande la communauté internationale, tel est le dilemme auquel est confrontée la junte au pouvoir. L'avenir du président, qui serait en bonne santé selon les émissaires de la CEDEAO qui ont pu le rencontrer, continue en tout cas de diviser les Guinéens. Il doit être jugé, il doit être condamné à la hauteur de ses fautes. Pourquoi? Parce que quelque part, à son âge, il n'avait pas à s'entêter. Il n'avait pas à faire la sourde oreille. Il n'avait qu'à accepter le principe de l'alternance démocratique. Il est fatigué, les pieds sont dégagés. Comment il va marcher? Comment il va où? Tu vois? Il n'a qu'à laisser partir. S'il laisse rester ici, il n'a qu'à rester. S'il va partir ailleurs, il n'a qu'à partir ailleurs, c'est tout.
Pour la classe politique locale, et notamment Souma Alpha Fodé, président du parti Jeunesse Dynamique et Démocratique de Guinée, Alpha Condé doit retrouver au plus vite sa liberté. Il a incarné une certaine valeur en Guinée, et en particulier et pour le plan général en Afrique. Donc il mérite d'être soigné, suivi et préserver l'intégrité morale et physique du président Alpha Condé, l'ex-président Alpha Condé, et retrouver plus tôt que possible sa libération totale et sans condition. Le président déchu aurait d'ailleurs déjà trouvé un point de chute. Félix Tshisekedi serait prêt à l'accueillir à Kinshasa. Mais le président du Congo a reçu pour le moment une fin de non-recevoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Et on se retrouve demain pour notre session d'information. Mais en attendant, les programmes de BF1 se poursuivent. À très vite.